Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Imeris? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on va faire le commentaire ici par rapport aux résultats du premier trimestre ici 2023 pour la compagnie Imeris. Vous savez que c'est une compagnie qu'on apprécie un tout petit peu. Je ne suis pas en train de vous dire ici que c'est une entreprise extrêmement qualitative, mais c'est une entité assez bien gérée dans un business assez compliqué ici. Mais elle arrive à livrer la marchandise, ok? Donc, on l'a étudié à plusieurs reprises par le passé. So, on va essayer de voir ici. J'ai pris un résumé ici qui a été publié sur à peu près Zone Bourse, d'accord? Donc, c'est une recommandation d'analyste ici. Donc, c'est pas trop le prix qui m'intéresse, c'est surtout ce qui s'est passé au cours de ce trimestre-là. Donc, vous savez que quand on lit les rapports financiers, on doit savoir qu'est-ce qui s'est passé, d'accord? Pourquoi est-ce que cela s'est passé? À quoi s'attendre à court terme? Et quel est l'état du bilan? Ok, je pense que cette note-ci peut nous donner à peu près toutes ces informations-là. Donc, je vais la lire ici. On va faire une valorisation ici rapidement ici. Et voilà. Donc, le, on dit ici que Imeris a réalisé une performance trimestrielle en demi-teinte. En ligne avec les prévisions, donc le chiffre d'affaires a baissé de 0,9% en glissement annuel et l'EBITDA courant a baissé de 3,4%. La stagnation de la performance est principalement due à la baisse de volume de 12%. En particulier dans, je pense ici, il faut regarder le segment RAC. Donc RAC ici, ça correspond à quoi? On peut aller regarder ça ici. RAC. Où est-ce que je peux aller voir cette information-là? Alors, je pense qu'on a deux segments d'activité ici. Donc, minéraux, performance, 68% ici. Et l'autre ici, c'est matériaux ici. OK, réfractaire, abrasif et construction. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, réfractaire, abrasif et construction. Donc, c'est celui-là qui a perdu 10% ici. Et il vous donne la raison déjà dans leur rapport financier ici. Mais comme on est sur la note, on va continuer, vu qu'on aura l'information. Donc, ici, qui a été compensé par une augmentation des prix de 11%. Donc, dans ce segment, on a augmenté les prix de 11% et les volumes ici ont diminué de 12%. OK? Donc vous allez voir ici que pour l'avenir, la direction s'attend à une reprise de la demande, mais celle-ci sera partiellement compensée par une baisse des prix, étant donné que la composante de la surcharge énergétique s'estompe. Donc, OK. Donc, ça veut dire que si la composante ici de la surcharge énergétique s'estompe ici, ça veut dire qu'on pourra avoir des marges plus élevées, vu que on a augmenté les prix parce que nos coûts avaient augmenté, donc ce qui nous permet ici de pouvoir atténuer la hausse ici du prix de l'énergie. Donc quand on va baisser les prix ici, c'est pas que c'est une mauvaise nouvelle parce que ça pourrait compenser ici également par la baisse du coût de l'énergie. Donc c'est-à-dire qu'à l'augmentation ici, à la baisse également de nos coûts d'exploitation. Donc les deux peuvent s'annuler entre parenthèses. Donc le chiffre d'affaires du T1 s'élève à 997 millions d'euros, moins 9%, moins 0,9%. Ici, l'EBITDA ici à 151 millions ici, avec une marge de 15,1% par rapport à l'année précédente. On était à combien? C'est la question qu'on doit se poser. Le résultat opérationnel courant s'élève à 105 millions, plus 14,6% par rapport à l'année précédente. Et le résultat net courant s'élève à 68 millions ici, donc plus 12,2% par rapport à l'année précédente. Pourquoi? Alors qu'on a ici à peu près une stagnation des revenus. Pourquoi est-ce qu'on a une augmentation ici des bénéfices nets? Est-ce qu'on n'a pas eu un élément extraordinaire l'année précédente ici? D'accord. Enfin, est-ce qu'on n'a pas eu d'éléments extraordinaires l'année précédente ici pour qu'on ait un plus 12% ici? D'accord. Parce que normalement, avec à peu près le même niveau de revenus, on devrait avoir à peu près le même niveau de bénéfices nets. Bref, normalement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, une mise à jour de l'étude sur les gisements de potentiel de lithium dans les carrières de Cournoye, de Cournoye, j'espère que c'est comme ça qu'on le lit, on le prononce plutôt, sera probablement communiqué avant le résultat du deuxième trimestre. Donc, ici, ça reste un projet. Hein. Donc, ça peut être un bonus en supplément ici. Donc, ne prenez pas ceci et vous dites, oh, on est dans le lithium, c'est le moment d'acheter. Non, 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 non. Calmons-nous. Il faut investir massivement pour développer cette affaire-ci. Et c'est situé où? En France? Est-ce qu'il n'y aura pas un problème au niveau de l'environnement, etc. C'est pas comme si on avait mis ça au Chili. La main-d'œuvre, ça va coûter un certain prix. Donc, ne nous emballons pas. Ça, c'est le bonus. D'accord. Après, ils peuvent également revendre ce segment d'activité ici. Bref, il faut faire attention ici. Il ne faut pas s'emballer. Donc, au premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires généré par le segment des minéraux performance est en hausse de 4,4% en glissement annuel. La croissance a été soutenue par de bonnes conditions de prix en Europe, mais compensée par la faiblesse des marchés de la céramique et du papier en Europe et en Amérique, ainsi que par une demande plus faible dans le secteur de l'énergie mobile en APAC, donc c'est-à-dire que Asie, Pacifique, ce genre d'Afrique, et je pense bien. Et, ouais, je pense bien que c'est ça, Asie, Pacifique, Afrique, Caraïbes, si je ne me trompe pas. Mais bref, il faut aller voir ça ici, que APAC signifie quoi. De toutes les façons, quand on cherche ici un truc, c'est à peu près ça. On pourrait voir Asie-Pacifique. Donc on met ici ensemble Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Océanie, etc. Tout ça, on met ça dans APAC. Bref,
On continue ici, donc je pense que c'est Asie, plutôt Asie-Pacifique, si je ne me trompe pas. Ouais, on pense qu'on sera plutôt à ce niveau-là. Bref, on continue ici. Suite à la fin de subventions gouvernementales en Chine pour les véhicules électriques et au ralentissement de l'industrie de la construction. Ok, il faudrait se dire ici, est-ce que ce sont des mesures temporaires? Est-ce que la voiture électrique ici a un avenir? Donc techniquement, si les subventions gouvernementales ont diminué, est-ce que ça veut dire que les volumes vont diminuer? Non, pas du tout. Et au ralentissement de l'industrie de la construction, c'est un ralentissement de l'industrie de la construction en Chine. Là, par exemple, ça peut être quelque chose à moyen terme. D'accord? Mais ça reste un pays ici qui reste en développement. Entre parenthèses, hein, quand on dit en développement, il y aura encore de la construction, mais peut-être pas avec le même niveau de volume qu'on avait précédemment. D'accord? Donc, le segment réfractaire abrasif construction a enregistré une baisse de 10,1% en flot continu en raison du déstockage continu des clients et la faiblesse de la demande dans des applications industrielles. La demande est maintenant en mode de reprise. Donc, cependant, la direction a confirmé que le pire est déjà derrière nous en termes de demande en volume. Ok, s'ils l'ont dit, marquez ça sur un petit papier, parce qu'il ne faut pas qu'on entende la même chose sur les prochains trimestres. On dit que non, finalement, la demande n'est pas là. Si vous l'avez mentionné, c'est-à-dire que vous avez des indicateurs, et si ça ne se réalise pas, ça sera un -1 pour le management. Est-ce que ce management a l'habitude de donner de fausses informations? Point d'interrogation. Les clients recommencent déjà à commander après avoir corrigé leur stock. L'économie chinoise et le marché automobile sont sur la voie d'une reprise vigoureuse et le secteur de l'énergie mobile devrait revenir à un niveau normal. Cette croissance des volumes s'accompagnera toutefois d'une faible augmentation des prix, d'accord, par rapport à une augmentation accélérée des prix au cours de l'année dernière, parce que les coûts de l'énergie diminuent et que l'entreprise réduit donc également ses suppléments énergétiques dans ses prix. Donc, à peu près une faible augmentation des prix. OK. Donc, notez que les prix ne s'inverseront pas complètement car les suppléments énergétiques n'ont représenté que 50% de l'augmentation des prix et en outre, l'entreprise devra répercuter les autres coûts fixes élevés tels que l'augmentation des salaires. Ah oui, donc faites attention. Enfin, quand il dit faites attention, elle a un pricing power, donc elle peut faire passer ici l'augmentation des coûts ici d'exploitation au à ses clients, mais également sachez que ça vient également avec une réduction des volumes. Il faut également voir que les marchés finaux ici sont peut-être en berne et ça peut être une mesure temporaire. D'accord? Donc, les commentaires sur les carrières britanniques de Cornwall seront un catalyseur à court terme. Ouais, mais ça c'est peut-être. Cette partie-là ne m'intéresse pas beaucoup parce que je vais dire ceci. Au T2, le T2 2022 a été l'un des meilleurs trimestres pour Imeris. Nous nous attendons donc à une performance stable ou légèrement positive si la reprise des volumes est bonne. Cependant, avant la fin du mois de juillet, l'associé pourrait faire une mise à jour positive des études menées pour déterminer la quantité de gisement de lithium dans les carrières de Cornouailles, ce que nous considérons comme un catalyseur positif pour le cours de l'action après sa récente performance en demi-teinte. Bon, ouais, ça peut être un catalyseur, mais n'oubliez pas que ça vient, comme je l'ai dit tantôt, ça vient également avec des investissements massifs, ok? Bref, dans l'ensemble, c'est, voilà, correct, d'accord, pour ce genre de résultats-ci, ok? En termes ici d'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? Vous constatez ici qu'en termes de bénéfices nets, on s'attend à peu près à du 2,92 € en 2023. 2,89 € en 2024. Donc, on est à peu près autour des 2,90 € sur les dernières années ici. Donc, techniquement, c'est une entreprise qui peut se négocier entre 15 et 17 fois les bénéfices par là, parfois même à 20 fois les bénéfices. Mais plus je lis sur cette compagnie-ci, je me rends compte qu'il faut faire attention. Ça reste une compagnie qui est également dans le secteur des matériaux ici. Donc, 20 fois, c'est assez prétentieux quand même. D'accord? Donc, il faut mieux rester entre 15 et 17 fois les bénéfices. D'accord? C'est assez correct ici. Et c'est également une entreprise qui n'a pas une énorme dette ici, si je ne me trompe pas. On peut aller voir ici la dette nette de cette compagnie ici aux alentours de combien? On a une dette nette ici aux alentours de 1,666 milliard, en tout cas sur la dernière période. Et je peux aller vérifier ça ici. La dette, est-ce qu'il donne l'information ici par rapport contre F? Je mets dette. Qu'est-ce qu'on donne ici? On n'a pas d'information sur la dette dernièrement ici. Donc, on va plutôt se limiter à ce qu'on avait précédemment ici. Donc, je vais voir ici à peu près au niveau de Imeris, au niveau de Coifin, qu'est-ce qu'on a comme dette nette en date d'aujourd'hui? On a une dette 1,6 milliard, donc c'est à peu près ce qu'on a, 1,666 milliard, donc 1,670 milliard, c'est assez correct. Ok, une dette nette à ce niveau-là. Donc maintenant, en termes de bénéfices, la dette nette ici par action correspond à combien? Donc je vais voir ici à peu près le nombre d'actions en date d'aujourd'hui. On est à peu près à 84,37, d'accord? Et je vais vérifier encore ici.
84,37 en termes de nombre d'actions. Moi, 84,37, donc c'est parfait. Donc, je reviens ici, 84,37, dette nette, 1670 divisé par 84, divisé par 84,37. Ça donne ici au total 19 dollars et 19,79 € de dette nette par action. OK. On attend ici 2,90 € en moyenne sur les prochaines années. Je prends la moyenne 2,92 €, etc. C'est bien. À 15 fois les bénéfices, on va se situer à combien? À 43,5. 43,5 moins la dette nette à 19,79. Ça donne ici aux alentours de 23,71. Il faut faire attention à la dette nette que nous avons ici. Il me semble que dans les dernières vidéos, je n'avais pas une dette nette aussi élevée. Si je ne me trompe pas ici, je pourrais toujours aller vérifier ça. D'accord? De toutes les façons, la dette nette, il faudrait retourner dans les bilans histoire de recoller les morceaux par rapport à cette dette nette-là. Attention. OK? Et également voir l'entreprise, qu'est-ce qu'elle prévoit faire? Est-ce qu'elle prévoit rembourser la dette ici en priorité? Et en réalité, même quand on regarde, est-ce que la dette nette est même assez élevée? On est à 2,3 fois ici les EBITDA, donc c'est assez correct également ici. OK? Donc en étant assez conservateur à 15 fois les bénéfices, on va se situer à ce niveau-là. Mais attendez. Imerys ici, je vais juste faire ceci, parce qu'en fait, je pense que la dette nette sur la dernière vidéo n'était pas aussi élevée que ça. Finbox, on va aller vérifier au niveau de Finbox ici, quel est le niveau de dette nette que cette compagnie-ci nous présente. On va regarder ça rapidement. Donc, on ferme ça. Ici, earning. Non, modèle. Voilà. Voilà. OK. So, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, ils ne mettent pas d'informations concernant la dette nette. Pourquoi? Quand je regarde ici, Enterprise Value, pas de dette nette. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de dette nette ici? Alors, vu que ce sont les résultats du premier trimestre ici, je vais prendre les résultats annuels ici pour faire simple, rapport financier rapidement. Donc, je cherche la dette nette parce que c'est un élément très, très important. Si on n'a pas une bonne information par rapport à la dette nette, c'est pas bon du tout. Donc, c'est le document d'enregistrement général. Il est assez long. Donc, je recherche l'information ici par rapport aux états financiers directement. 195, voilà. Donc, je viens là, état financier, compte de résultats consolidés, tac, 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 résultat net, voilà. On est là, on a les actifs. Actifs courants, c'est tout ce qui est ici. Donc, OK. Actifs courants, actifs non courants. Actifs courants, c'est tout ce qui est tout en bas. Trésorerie, équivalent de trésorerie, on a à peu près 620 millions. OK. Est-ce qu'on a autre chose ici? 620 millions. Est-ce qu'on a d'autres choses ici qu'on pourrait prendre en considération? Voilà, immobilisation incorporée, non pas du tout. Donc c'est 620 millions ici. La dette nette ici, maintenant au niveau du passif courant, on a à peu près ici aux alentours de 1 milliard 551. Donc emprunt et dette financière, 1 milliard 694. OK. Ça c'est excusez-moi, ça c'est le passif non courant, 1 milliard 694. Et le passif courant ici, on est à combien? Emprunt et dette financière, donc ça fait à peu près 2 milliards. Ouais, 1 milliard 670 ici. Ouais, quand même. OK. Donc, on a à peu près, si je prends à 15 fois les bénéfices, on va se situer aux alentours ici de 23,71 €. OK. Maintenant, si je prends la même chose, à peu près 2,90 €, d'accord, à 17 fois les bénéfices. Et retenez que 2,90 € ici, ça représente quoi? 2,90 € multiplié ici par 84,37. Ça me donne ici au total aux alentours de 244 millions d'euros ici. Donc 244 millions d'euros ici, est-ce que c'est à peu près la moyenne de ce qu'on rapportait ici en termes de bénéfices nets quand on regarde même les prévisions ici? Bon, on est plutôt dans cette tendance-là. OK, 200 et poussière. OK, 244 par là. OK, parce que c'est également une entreprise qui vend certains segments de son activité ici. Donc il y aura à peu près des changements également à ce niveau-ci. OK, donc je prends cette information-là. Je vois également ici que la dette nette aura tendance à diminuer en tout cas aux alentours de 1 milliard ici. OK. Parfait. Donc, je continue. Une fois que j'ai à peu près le 2,90 € multiplié par 17 fois les bénéfices, excusez-moi, 17 fois les bénéfices, moi, la dette nette ici, qui va se situer également ici aux alentours de 19,79 €, 19,79, on arrive à peu près à 17 fois les bénéfices. Oh non, j'ai fait une erreur. Donc, 49,3 moins 19,79, ça donne ici à peu près 29,51. OK, donc si on prend en considération la dette nette, on sera à peu près à la limite correctement évalué. Mais attention, je prends en considération la dette nette ici. Si je renverse l'équation ici, on a 244 millions d'euros ici. OK,
C'est une entreprise qui paie à peu près un dividende ici. Et voilà, le dividende ici, il est déjà assez safe par rapport à ce qu'on distribue ici. Mais également par rapport à la capitalisation boursière en date d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est à peu près aux alentours de 3 milliards d'euros, divisé par 3 milliards d'euros. OK? Le 3 milliards d'euros ici, c'est qui nous donne à peu près un rendement sur cours de près de 8,15%. 8,15%. OK, il me semble que sur les dernières vidéos, c'est en fait, excusez-moi, je suis un peu, la vidéo me fait un peu, c'est un peu bizarre dans le sens où je sais que j'avais calculé ça ici et c'était plus élevé que ça. Je pense que je n'avais pas pris en considération la dette nette. Donc, on va aller regarder ici Top Invest. OK, voilà. C'était, je pense, c'est cette vidéo-ci que j'avais pris. Donc, on va pas la regarder entièrement ici. L'impression de vous payer, mais moi, je mélange toujours. OK, donc, on va sur Finbox. On va vérifier. OK, voilà. Donc, je constate ici qu'on a, à ce niveau-ci, la dette nette avait été prise en considération. Regardez, je zoome un tout petit peu ici. Regardez, là, on était à peu près, voilà, on va le laisser comme ça. OK, on va voir ce que j'avais pris ici comme information. Donc, ça, ce sont les multiples ici, 15, 17, 20. OK, donc on avait pris à peu près 7% de 4 milliards, 4 milliards 790. 7% de ce montant-là en termes de bénéfices, marge des bénéfices nets ici. OK, quand je reviens ici, est-ce qu'on est toujours sur le même niveau de 7% ici? Ah non, ça c'est déjà... OK, 7% alors, d'où est-ce que ça provenait? Est-ce que ce n'est pas plutôt la médiane? Margin, OK, voilà, on met ça ici. OK, donc, je regarde ça, voilà. Donc, on dézoome un tout petit peu. Voilà. Donc 6,55, c'était à peu près la moyenne de ce qu'on avait précédemment ici. Donc là, vous voyez qu'on vient de loin un tout petit peu ici. Et vous voyez qu'à long terme, enfin, quand je dis à long terme, on s'attend à peu près à une augmentation des marges dans le futur. En tout cas, les marges de bénéfices nets déjà premièrement ici. OK? Et ces marges-là vont avoir tendance à se rapprocher de ce qu'on avait sur les années précédentes. OK? Donc, quand on revient ici et qu'on les met ici et qu'on remet ça annuellement, ça donne ceci. Voilà, les années précédentes ici, on était à peu près à des marges de combien? On était je pense si je prends les 10 dernières années, 6,55%, pas loin de 7% par là. OK? Donc, on dézoome un tout petit peu ici. Donc, on voit que par rapport à ce qu'on a, on a l'habitude d'avoir ici, on n'est pas encore arrivé à la moyenne. OK? Donc, j'avais pris du 7% ici. Voilà. OK. Donc, ça, c'est ce que j'avais pris en termes de marge. Donc, vous voyez que ça change beaucoup de choses si on fait une erreur sur les marges. Est-ce que ça veut dire que j'ai fait une erreur? Je dirais que non, parce que j'avais plusieurs hypothèses également ici. J'avais du 5 points, je pense qu'on avait du 6 ou 6,55% ici. Donc, quand on regarde ceci ici, il faut se dire que ça reste une compagnie assez cyclique. Donc, ce qui me conforte encore à l'idée de ne pas payer pour des marges, ne pas payer pour des multiples élevés pour cette compagnie-ci. OK? Donc, je dirais que si on renverse à peu près l'équation et qu'on prend à peu près les 244 millions qui sont attendus en moyenne ici, je dis bien en moyenne parce que ça va continuer. Selon les prévisions, on s'attend à une certaine augmentation. Selon les prévisions. OK? Mais restons à peu près. Voilà. Il faut rester à peu près. Voilà. Les pieds sur terre. Il faut garder les pieds sur terre, on va le dire comme ça. À 244 millions ici, on reste à peu près à 8% de marge bénéficiaire ici. 8% de rendement par rapport au coût d'acquisition en date d'aujourd'hui. Si ça augmente, tant mieux. OK? Je pense que c'est assez correct pour ce genre d'entreprise-ci. Je pense que c'est une entreprise qui peut s'échanger aux alentours des 15 à 17 fois les bénéfices par là. Si on ne prend pas en considération la dette. Et la dette en elle-même, elle peut rembourser la dette en moins de 10 ans juste avec les bénéfices nets ici. D'accord? Donc, il n'y a même pas un problème par rapport à cette dette nette-là. OK? Donc, on voit également ici qu'il faut faire attention parce que c'est une entreprise qui a eu à changer. Donc, quand on prend à peu près la moyenne des bénéfices nets ici, il faut se dire que est-ce que c'est la même entité qu'on a précédemment ici, qu'on avait à ce niveau? Très attention, c'est très très important. Parce que si on se trompe ici, on aura tendance à avoir des prix très très élevés ici. C'est pour ça que j'aime souvent également aller regarder les prévisions ici attendues par rapport à la moyenne de ce qu'on a eu ici. Et en termes de prévision ici, vous voyez qu'on reste à peu près aux alentours des 2,90 € ici par action pour le nombre d'actions qu'on a en date d'aujourd'hui. Même si on s'attend à peu près à du 3,40 € en 2025. Tant mieux si on arrive à 3,40 €. Et vous pouvez faire l'équation vous-même, 3,40 € par rapport au prix actuel aux alentours ici des, disons, 35 €. On a un rendement ici de 9,71%. Mais ça reste une prévision. Ça reste une prévision. Les marchés finaux de cette compagnie-ci sont impactés négativement, soit ici par la baisse des volumes,
soit ici par l'augmentation ici du coût de l'énergie, donc soit également ici, parce qu'en France, je dis les marchés finaux, il faut également voir que les coûts d'exploitation également augmentent. Donc, c'est à peu près une période assez, je dirais, pas difficile, c'est une période assez, on va se dire que c'est une période assez difficile pour Imeris. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs changements à ce niveau-ci. So, au niveau du prix maintenant, pour faire simple, en date d'aujourd'hui, je ne pense pas que quelqu'un qui va payer pour Imeris surpaye. OK? Surtout qu'il paye, vous payez à peu près 11 fois les bénéfices par là. Si le marché ne prend pas en considération la dette, vous comprenez que vous pouvez aller très très loin. Donc, généralement, c'est un business qui peut s'échanger ici aux alentours de 15 à 13 fois les bénéfices. Soyons même pessimistes, mettons 13 fois les bénéfices multipliés par 2,90 ici, 2,90 €. On est aux alentours des 37 ici. Si on le met à 15 fois les bénéfices ici, multiplié par 2,90 €, on est aux alentours de combien? On est aux alentours des 43,50 $. Et ça, c'est uniquement par rapport à ce qu'on aura ici. Si vous voulez investir, c'est à peu près au niveau du long terme. Et entre-temps, ici, pour les compagnies cycliques, ce qui est toujours bien, c'est d'avoir un petit dividende en poche. Même si vous savez que je ne regarde pas beaucoup le dividende ici, mais pour moi, avant tout, c'est la pérennité du bénéfice net ici et le bien fondé même de ce dividende-là. Donc, est-ce qu'ils peuvent se permettre de payer un dividende ici? Oui, ils ont les moyens de le faire. D'accord, le dividende ici nous prend à peu près, quand on regarde, une centaine de millions pour cette compagnie-ci. On a à peu près 84 millions d'actions ici. Donc, je vais juste allez, oui, 84 millions d'actions. On paye à peu près un dividende ici aux alentours de. Je sais qu'on a plus de 84 millions, donc c'est juste pour faire simple. On paye à peu près 142 millions ici et on rapporte à peu près 244 millions par là ici, donc à peu près 100 millions ici. En 5 ans, on peut avoir payé à peu près 500 millions dans la dette nette, sur la dette nette qu'on a à peu près en date d'aujourd'hui. Ça, c'est sans prendre en considération l'augmentation ici. OK? Donc, j'ai assez bavardé ici pour Emeris. D'accord? Donc, on va se dire ici qu'il faut rester prudent sur cette compagnie-ci. Donc, j'ai enlevé un tout petit peu mes lunettes roses parce que je sais que c'est une période assez difficile ici. Les marchés finaux sont assez compliqués, mais ça reste une entreprise assez correctement gérée pour l'industrie dans laquelle elle exerce. OK? 20 fois les bénéfices ici, c'est assez prétentieux. Je serais mal à l'aise à payer 20 fois les bénéfices ici. D'accord? Mais également, au prix actuel, c'est assez correct pour pouvoir bénéficier de l'augmentation de ce dividende-là, même s'il a été réduit dernièrement ici, les dernières années. Ici, il faut voir qu'il y a eu beaucoup de changements en cours. Notamment, il y a eu quelques procès également, liés au talc, etc. Il me semble qu'elle a réglé cette situation-là parce que j'ai vu ici que, voilà, elle était liée au talc. La situation du talc ici, voilà, on en a déjà parlé, ça avait Johnson Johnson, etc. Et Johnson Johnson également a eu à régler cette situation-là. OK? Donc, je pense que pour Imeris également, c'est la même chose. Je pense également que c'est un segment d'activité qu'on a eu tendance, qu'on a vendu, si je ne me trompe pas. D'accord, il faudrait aller regarder ça ici. On a dû vendre ce segment d'activité-là. Et on a plutôt tiré un bon prix, je pense bien. Donc, il me semble, si je devais aller regarder ça ici, il me semble également qu'on a assez de cash qui arrive tantôt. Soit on a déjà reçu, soit c'est du cash qui arrive tantôt. Donc, je ne vais pas vérifier ça ici sur les derniers, ou bien c'est arrivé sur les derniers, le dernier semestre ici. Bref, ça allait vérifier. Ça reste une compagnie assez correctement, voilà, elle est correctement, je vais vous dire qu'elle est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. OK? Si elle baisse le niveau d'endettement ici, ça pourrait être encore mieux dans le futur. Si on augmente les bénéfices nets ici par action, ça sera encore mieux. Et pour le moment, les analystes sont assez optimistes par rapport à l'augmentation des bénéfices nets ici. C'est pour ça que vous allez voir ici que je vais mettre à peu près aux alentours de 9,71% ici de rendement. Et quand je dis 9,71% de rendement, c'est 3,40 divisé par 35 ici. Donc voilà, ça nous permet ici de voir que on pourrait s'attendre à peu près à ce rendement-là. Les bénéfices nets qu'on a eu dans le passé ici, voilà, il me semble qu'avec les changements qu'on a eu à effectuer à ces niveaux-ci, on va mettre du temps avant de revenir à peu près à ces niveaux-ci, mais l'entreprise y travaille. D'accord? Il me semble également que le management est assez correct ici. Bref, assez correct pour ce qu'on voit ici en date d'aujourd'hui. C'est pas un prix extraordinairement, c'est pas un prix élevé pour du Emery sur du long terme ici. Mais n'oubliez pas, les chiffres, c'est bien, mais l'histoire derrière, c'est encore mieux. Donc, lisez vos rapports financiers, posez-vous les bonnes questions. Sachez également que si il y a énormément de réserves, ça peut être tout ce qui concerne ici le lithium dans les mines de, je ne sais pas, j'oublie le nom de cette zone-là. Faites attention, ça va coûter de l'argent pour développer. Et si la nouvelle n'est pas bonne ici, ce n'est pas si pire que ça parce que les marchés finaux sont encore là. D'accord? Dites-vous, ce n'est pas le lithium qui va impacter cette compagnie-ci dans le futur. OK? Pour le moment. D'accord? Pour le moment. D'accord? Parce qu'avant même qu'on n'extrait la première tonne ou bien le premier gramme de lithium ici, ça va nous prendre du temps et le lithium, ça reste également un secteur assez cyclique. Donc, il ne faut pas vous emballer. D'accord? Ne tombez pas dans les entreprises que vous allez voir ici, les je pense que c'est Albemarle.
si je ne me trompe pas. ALB ici, vous allez voir ici que le prix de l'action commence à chuter ici, tout simplement parce que le prix du lithium également baisse. Donc, ce sont des price stickers. Donc, faites très attention à toutes les compagnies qui vendent du lithium, toutes les compagnies également qui vendent également des fertilisants, ce genre de choses-là. Bref, pour Imeris, ici, ça reste assez correct ce qu'on a vu ici aujourd'hui. Ceci n'est que mon avis, je peux également me tromper, mais il vaut mieux rester prudent en cette période-ci, pas payer 20 fois les bénéfices pour ce genre d'entité-là. Je pense que c'est pas comment on dit ça? C'est pas très honnête de ma part de le dire, d'accord? Donc, à 20 fois les bénéfices, c'est trop exagéré pour ce genre d'entité-ci. 20 fois les bénéfices pour une compagnie minière, enfin, c'est pas une compagnie minière, c'est de la chimie spécialisée, mais calmons-nous. OK, 17 fois les bénéfices, c'est déjà assez correct ici. OK, et si on le prend en termes de rendement, en date d'aujourd'hui, on peut espérer beaucoup. Mais en même temps, en attendant, on reçoit quand même du 4% ici de rendement. C'est pas mauvais. OK? Bon, les amis, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo ici. Comme d'habitude, je veux faire une vidéo de 10 minutes et je me retrouve en queue de parler pendant 25 minutes. J'essaie de donner le maximum d'informations ici et généralement, comme je l'ai dit souvent ici, je vais toujours, la plupart des entreprises, si je les regarde du point de vue quantitatif, ça ne veut pas dire que le quantitatif ici va au-delà, ça représente ici une analyse fondamentale. Non, c'est de l'analyse quantitative. OK? Donc, il faut toujours faire parler cette analyse-là avec des éléments qualitatifs. Taille du marché, marché finaux, etc. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord? D'ici là, portez-vous bien. Merci.